Allez, j'ai 14 heures à ma montre, donc bienvenue à tous, hein, et bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du workshop Nexus, qui traitera notamment des réseaux d'évaluation. Et puis, nous serons ensemble de 14 heures à 16 heures, 16h15 éventuellement pour conclure. Bon, bah, vous avez eu ce matin, mais pour ceux qui nous rejoignent, quelques conditions, d'utilisation de Teams, hein, pour qu'on fasse ça en bonne intelligence. Normalement, vos micros sont coupés à l'arrivée, mais n'hésitez pas à les couper entre-temps si vous êtes amené à intervenir. Donc voilà, on vous laisse la main dessus. Vous pourrez poser vos questions, tout du long de la séquence dans le chat. Donc finalement, vous avez compris un peu la démarche ce matin. On pose ses questions dans le chat et on lève la main quand on souhaite intervenir à l'oral et on reviendra pour vous donner la parole. Donc voilà, et vous voyez sur la slide là les icônes qui vous permettent d'y accéder. Et puis sachez que la séquence est aussi filmée, à l'identique de ce matin, donc n'hésitez pas à couper vos caméras pour ceux qui ne veulent pas apparaître sur le replay. Oui, et je vois que ça arrive en masse. Alors, en guise d'introduction, et puis avant de présenter les intervenants de cet après-midi, donc moi aussi j'ai pris quelques notes. La matinée a été très riche, hein, de partage autour de la notion d'adoption, surtout ce matin. Donc finalement, on a vu avec Mauro que c'était un processus dans le temps, prenant en compte plusieurs facteurs, aussi bien sur l'utilisateur et puis à son organisation. On a pu également discuter sur la nuance entre adoption et appropriation. Et avec appropriation, on avait aussi la notion d'échec parfois et qui a pu être éclairée également par le Nassim et le réseau des CUMA, donc à bien prendre en considération. Les témoignages de la table ronde étaient très riches et ils nous ont permis de mieux comprendre finalement le rôle de chacun, dans le processus d'adoption et finalement comment ils étaient reliés, quelles relations ils avaient. Donc on a aussi bien eu un point de vue de la recherche, de la distribution et des concepteurs, des intermédiaires comme on les appelait dans le conseil et aussi bien des utilisateurs premiers agriculteurs. Donc voilà, une matinée très riche. Et puis, il y a eu un constat ce matin qui a été confirmé par un sondage. C'est finalement la complexité d'accès aux informations sur les bénéfices finalement et les coûts relatifs aux technologies numériques. Et donc, vous avez été unanime sur ce sondage. Voilà, qui nous font poser en fait un peu cette hypothèse, c'est quel rôle peuvent jouer les réseaux d'évaluation justement pour lever un peu ce frein d'accès à des références, de pouvoir mettre en situation et donc donner plus d'éléments pour aider au processus d'adoption des technologies numériques. Alors, ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est d'approfondir cette idée. Donc, on va accueillir, simultanément, hein, plusieurs intervenants qui, eux, traitent, d'évaluation, des technologies numériques. Donc chacun va se proposer de vous présenter un peu les grandes missions des réseaux qu'ils représentent, donc sur une dizaine de minutes. Ces séquences, seront suivies, voilà, d'un petit temps questions-réponses. On prendra vos questions à l'oral et puis on poursuivra, la discussion dans le chat pour essayer de répondre vraiment à toutes vos interrogations. Et on vous proposera en clôture de cette séquence, un speed dating. En fait, 5 salles seront, réparties. Vous aurez chaque intervenant dans chaque salle et l'idée, c'est de pouvoir, poursuivre vos échanges avec un réseau qui vous a particulièrement marqué, où vous avez encore des questions, envie d'approfondir. Donc avec Noémie, on vous apportera les liens dans le chat en temps voulu et vous pourrez poursuivre sur une quinzaine de minutes vos échanges en petit comité. Nous, avec Thomas Crestet, donc on va vous parler du Digilab et du MAS numérique, qui sont 2 dispositifs, indépendants, mais qu'on a choisi de vous présenter ensemble parce que fondamentalement, ils, répondent, aux mêmes motivations initiales et puis font partie, de ce qu'on va appeler, la sphère agrotique. Donc je vais commencer par là. Agrotique, pour vous resituer, c'est une formation qu'on porte depuis, 25 ans, à 2 établissements d'enseignement supérieur, Bordeaux Sciences Agro et l'Institut Agro Montpellier.
Et en tant qu'établissement d'enseignement, eh bien, on a différentes missions. Alors évidemment, des missions de formation, mais également des missions de recherche et d'enseignement et de développement. Et puis de façon générale, eh bien, participer à tout ce qui est transfert de la connaissance, transfert des technologies. Et donc, on a mis en place un certain nombre de projets structurants qui nous aident à accomplir ces missions. Et le DigiLab et le Mass numérique en font partie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des dispositifs de type laboratoire vivant qui vont aider à progresser sur la mise en œuvre et l'adoption des technologies numériques. Et comme je vous le disais, on a eu des objectifs communs dès le départ qui étaient de pouvoir disposer de dispositifs pour mettre en œuvre, expérimenter, éprouver les technologies en grandeur réelle. Ça, c'est des points importants pour nous, donc sur des exploitations qui sont en conditions réelles de production. Donc avec, l'idée, de pouvoir avoir un lieu, pour échanger, pour, déjà faire la démonstration, pour pouvoir échanger, informer, pouvoir écouter et partager les besoins également, de la part des professionnels et puis proposer des supports, à la pédagogie et à la recherche. Donc, le DigiLab comme le Mass numérique s'intéresse particulièrement à la filière vitivinicole. Le Mass numérique, a une ouverture vers d'autres types de production éventuellement méditerranéenne. Alors, comme je vous disais, ce sont pour autant 2 dispositifs qui ont un fonctionnement et une gouvernance qui sont, différents. Donc je vais d'abord vous parler du DigiLab et puis, Thomas vous parlera du Mass numérique ensuite. Alors le DigiLab, c'est donc un dispositif qui est porté par, Bordeaux Sciences Agro. Concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une plateforme qui va d'abord proposer des lieux, donc des sites, parcelles, chais sur lesquels vont pouvoir être déployés les dispositifs numériques. Donc nous, on a fait le choix de fonctionner donc avec des sites en production, qui ont un rattachement académique. Ce sont, par exemple, le premier site qu'on a déployé, eh bien, c'est le château Lucéalde, qui est, l'exploitation rattachée à Bordeaux Sciences Agro. Ça nous permet vraiment une proximité évidemment de travail et puis d'avoir une vision dans le long terme de la collaboration et ça nous paraît important pour ce type d'expérimentation, ce type de mise en œuvre. Là, on est en train de rattacher également le château Le Coins, qui est, là également en Pessac-Léognan et qui est rattaché à l'INRAE et puis on peut fonctionner également avec les lycées, des exploitations de la région. Des lycées agricoles de la région, pardon. Donc ça, c'est le premier élément des sites en conditions réelles. On a également un socle technique, donc une base d'équipement. Et puis notre spécificité, c'est d'avoir développé une infrastructure informatique qui va nous permettre de collecter toutes les données qui sont captées par les différents dispositifs. Le but, c'est de pouvoir, eh bien, pouvoir analyser, recouper les informations entre elles, disposer d'une base qu'on peut exploiter et puis également pouvoir proposer des outils pour la pédagogie, des outils qu'on va également développer. Troisième élément, c'est évidemment une équipe opérationnelle pour coordonner et mettre en œuvre tout ça. Et puis on s'appuie également sur un réseau de partenaires, qui vont nous aider, à sourcer les différents dispositifs. Par exemple, on travaille avec Innovin qui nous adresse un certain nombre d'entreprises, par exemple. Et puis on va travailler également, selon les études avec nos partenaires, par exemple l'IFV, hein, j'en ai cité que quelques-uns ici sur le slide. Voilà, donc concrètement, le DigiLab, c'est ça, c'est une plateforme qui associe ces différents éléments-là. Alors qu'est-ce qu'on fait, sur le DigiLab? D'abord, on s'adresse aux éditeurs des solutions, et on a différents modes d'interaction avec ces entreprises. D'abord, le 1er niveau, c'est plutôt, sur, de la mise en œuvre, hein, sur, du test pour, avoir un niveau de retour d'usage. Donc les entreprises nous mettent à disposition leurs solutions. Nous, on les expérimente par un usage, au quotidien, on va dire. Et puis on leur fait un retour d'ordre qualitatif sur des critères de fiabilité, d'usabilité, et sur, la façon dont les utilisateurs ont perçu les solutions. Deuxième niveau, les entreprises viennent avec une demande spécifique, et là on va entrer dans une démarche plutôt d'expérimentation, de validation, donc avec mise en place d'un protocole et puis on va jusqu'à la fourniture d'un rapport d'expérimentation, par exemple. Puis le troisième niveau, donc là, c'est sur des solutions qui peuvent être un petit peu moins matures, où on peut être dans la co-construction, où on va participer, sur, la mise au point, en fait, des outils.
J'essaie d'aller très vite, hein, on reviendra éventuellement s'il y a besoin. Donc, je vous montre ici quelques types de collaborations qu'on a eues avec un certain nombre d'entreprises, hein. Donc, vous voyez différents types de solutions. Pour faire vite, les axes de travail qu'on a ou qu'on va aborder, les grandes thématiques, c'est évidemment suivi sanitaire à la vigne, tout ce qui est prévision, détection de maladies, la gestion des traitements. On travaille également sur l'estimation de rendement, notamment au travers d'un projet collaboratif. Et puis, on a quelques solutions également du côté chai, où on s'intéresse aux outils connectés pour la fermentation et les conditions d'élevage. Donc ça, c'est le premier pan, hein, où on s'adresse aux entreprises. Et puis le deuxième niveau de notre activité, évidemment, on a un lien fort avec le fait de pouvoir diffuser la connaissance sur ces technologies. Donc, eh bien, l'autre but du DigiLab, c'est de pouvoir participer à des journées d'information, des journées de sensibilisation, donc qui s'adressent aux professionnels, viticulteurs et conseillers, et puis mettre en place des formations qui sont des formations continues, des formations initiales, donc basées sur les données du DigiLab, donc avec des outils que vous voyez à l'écran qu'on développe dans ce cadre. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. Je te laisse la parole, Thomas. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, pour dire quelques mots sur le MAS numérique, et je vais plutôt insister sur les complémentarités ou les spécificités, hein, comme Nathalie a évoqué l'ADN commun sur la filière Viti et puis sur la côté système en production. Donc, voilà, le MAS numérique, de la même manière que le DigiLab s'appuie sur un domaine viticole en production, c'est le domaine du chapitre de l'Institut Agro de Montpellier, qui est un domaine viticole, mais pas que, méditerranéen, avec aussi des olives et des grandes cultures sur 100 hectares, sur lesquels on a en fait construit un partenariat avec des entreprises qui, pendant des périodes de 3 ans, mettent à disposition leurs solutions commercialisées et complémentaires. En fait, je pense que ça, c'est une des particularités du projet, c'est essayer et ce qu'on a voulu construire autour du MAS numérique, c'est de construire un écosystème, ou en tout cas de proposer un écosystème et de se mettre de la peau d'un domaine qui voudrait s'équiper, on va dire, sur une large partie de son processus de production, de solutions numériques qui sont aujourd'hui commercialisées pour la production vitivinicole, et de questionner la faisabilité, les aspects ergonomiques, les besoins en compétences associés à le déploiement d'un écosystème numérique, on va dire, sur une large partie des aspects de production. Voilà, donc tu peux passer à la diapo pour illustrer la diapo suivante. Pour illustrer un axe de démonstration, en fait, on a deux axes métiers, hein. Un axe qui est sur la gestion, la protection des plantes, sur lesquelles on a déployé voilà, sept solutions différentes, sur lesquelles en fait on a donc mis dans les mains de l'équipe de production, hein, des 5-6 personnes qui travaillent sur le domaine. Et après, on a questionné finalement à l'usage la nature des doubles flèches là qu'on a représentées ici, hein, qui sont une représentation conceptuelle d'un processus métier, pour savoir et pour interroger est-ce que c'était des doubles flèches à nature, est-ce qu'elles avaient vocation à exister, est-ce que si oui, elles étaient de nature humaine, c'est l'humain qui faisait la transition et le transfert d'informations entre deux systèmes, est-ce que c'était des transferts automatiques dans le cas de systèmes plus interopérables. Donc, on est plus dans le cas du MAS numérique sur l'évaluation d'une ergonomie globale d'un système pour questionner la faisabilité de déploiement. Forcément, on se penche individuellement sur les différentes solutions, mais avec un focus un peu plus spécifique sur le côté écosystème dans son ensemble, pour identifier les compétences qui sont nécessaires à l'usage par des utilisateurs, que ce soit des tractoristes, des chefs de culture, pour le déploiement de ces solutions-là, et puis essayer de qualifier de manière assez macro, hein, l'apport de ces solutions-là et les freins à leur usage. D'ailleurs, encore une fois, qualitatif. On a appris, on va dire sur le tas, on n'avait pas de protocole d'évaluation au démarrage du projet. C'est plutôt des choses qu'on a analysées a posteriori et qu'on va vous partager en ébauche à la fin. Donc il y a un partenariat d'entreprises, de 14 entreprises qui sont impliquées dans le MAS numérique dans un cadre mécénal. Donc c'est une des particularités du projet, c'est qu'on n'a pas de relation commerciale avec ces entreprises-là. Elles mettent à disposition ces solutions-là dans le cadre du projet. Et puis plus récemment, on a on va dire fédéré un petit collectif de structures de production et de distribution de la filière viticole qui sont intéressés par ces questions numériques et avec qui on partage les retours d'expérience et on essaie de mutualiser des questionnements ou de la veille aussi sur des solutions numériques qui pourraient être intégrées dans l'écosystème MAS numérique. Voilà.
Donc voilà, les cibles finalement et les publics, hein, donc forcément l'enseignement agricole, c'est évident, on a en collaboration avec l'équipe de Bordeaux mené un projet là justement sur la production et la mise en ligne de ressources pédagogiques communes, enfin, Digilab Masse Numérique. Pour les entreprises, enfin un des enjeux, un des apports qu'on essaie de renvoyer aux entreprises, c'est la place, enfin renvoyer un retour utilisateur sur la place et la perception de leurs solutions dans un environnement connecté, sur les aspects ergonomie, interopérabilité, redondance et périmètre fonctionnel qui sont des fois qui peuvent être plus ou moins redondants. En tout cas, essayer de le partager, et de questionner ça. Et puis sur les professionnels, c'est un lieu voilà, sur lequel on accueille et on partage de manière assez en mode vraiment retour d'expérience, hein, l'usage et l'expérience qui ont été acquises sur ces solutions-là. Voilà, donc on a monté aussi des activités de formation continue qui s'appuient sur ces solutions-là. Donc de manière assez macro, on a essayé avec Nathalie de partager un petit peu les retours qu'on pouvait faire, hein, sur un processus. Je reviens un peu sur la présentation ce matin, le processus d'adoption qu'on a pu observer sur les deux sites. Donc on a aussi identifié ces phases-là, hein, de primo-adoption, fidélisation. Alors nous, on a évoqué la notion d'abandon plutôt sur qui sont une autre manière de repréciser ça, ou qui pourraient être des facteurs de non pérennisation de la solution dans le temps. Finalement, c'est le symétrique. Voilà, donc pas forcément les détailler dans le entier pour respecter le temps, mais voilà, rapidement sur la primo-adoption, forcément on revient sur des choses qu'on a évoquées ce matin, mais sentiment d'utilité perçue, l'intérêt qu'on va porter avant même d'acquérir ou de déployer une solution sur un domaine. Sur la fidélisation, il y a des choses qui nous ont paru vraiment fortes, c'est notamment le troisième point, qui est la gestion de la saisonnalité, qui a été évoqué ce matin par le viticulteur sur les vendanges qui durent 2-3 semaines dans l'année. Et voilà, la solution en question, si on ne l'a pas utilisée pendant 11 mois, on s'en rappelle pas. Et ça, c'est des cas qui sont assez spécifiques à l'agriculture et sur lesquels il y a un enjeu sur les outils numériques qui sont en plus dans pas mal de cas pas forcément indispensables, c'est-à-dire qu'on peut faire sans, ils apportent un plus, mais du coup les personnes peuvent court-circuiter un petit peu ce qu'on a pu constater, l'usage, et laisser finalement de côté la solution en revenant au processus historique en fait. Et puis des facteurs d'abandon qui peuvent être en écho à ça, hein, sur des aspects des problèmes ou des bugs critiques qui génèrent un rejet, ou alors des aspects plutôt purement logistique sur la multiplicité des mots de passe que ça génère quand on déploie 15 solutions sur un même domaine, les mises à jour de téléphone, d'applications ou autres qui sont autant de sources de bugs et du coup de délaissement finalement d'une solution. Voilà, de manière très, très rapide. Voilà. Et du coup, cette petite diapo de conclusion qu'on va faire à deux voix, mais pour essayer de partager une vision d'ensemble sur plutôt les avantages et plutôt les inconvénients de chacun des dispositifs, mais partagés sur la même diapo, et puis des perspectives qu'on peut envisager. Sur la partie masse numérique, du coup, qu'on a indiqué en orange, voilà, le positionnement est plus sur la notion de regard sur la chaîne de valeur, sur la notion de processus. Par contre, il y a un inconvénient sur plutôt la partie vision partielle de l'offre, parce que on a eu un échantillon de 14 entreprises avec pas forcément un renouvellement important des solutions qui sont déployées, et donc qui peut omettre des nouveautés ou des choses qui sont nouveaux dans l'écosystème des solutions numériques et qui ne sont pas envisagées dans le cadre du projet. Voilà. Et nous, c'est un peu le contraire, où on a un turnover un petit peu plus grand des solutions qui sont testées, déployées sur les sites, donc qui nous donne une vision un petit peu plus étendue de l'offre, mais avec peut-être un retour qui est plus à l'unité sur une solution en particulier. Et après, donc les points qui sont là, qui ne sont pas en couleur, c'est des choses qu'on avait un petit peu en commun, hein, sur le fait que nous, on fait pas, on n'est pas dans le comparatif à proprement parler de solutions, on n'est pas dans le banc d'essai par rapport à ce qu'on disait ce matin, et puis on ne va pas encore, en tout cas, jusqu'au retour sur investissement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va encore éprouver. Donc, pour terminer assez vite, hein, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on a des approches qui sont aujourd'hui un petit peu différentes, mais complémentaires, et qu'évidemment, les idées pour la suite, c'est de pouvoir profiter un peu des complémentarités entre les réseaux, et éventuellement de pouvoir mettre des actions en commun et des collaborations inter-réseaux pour mieux capitaliser la connaissance que l'on tire de ces dispositifs. Voilà, on a peut-être un petit peu débordé.
Merci Thomas et Nathalie, et merci à vous d'avoir répondu à l'exercice de présenter 2 réseaux en une séquence. Et voilà, vous avez réussi haut la main. Je rappelle à tous qu'on dynamise aussi la séquence en lançant des petits sondages qui pourront aussi aider notamment les réseaux selon vos réponses. Donc il y en a une première qui tourne, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont répondu. Et puis on va passer à peut-être quelques questions pour ceux qui veulent prendre la main. Donc n'hésitez pas voilà, à nous faire savoir. On prend quelques questions à l'oral, au moins une ou voilà, qui clôturera la séquence. Et sinon, Nathalie, Thomas, ce sera intéressant de pouvoir répondre aux questions aussi sur le chat. Voilà, il y en a qui peuvent arriver au fil de l'eau et c'est intéressant d'y répondre. Je vois une question de Alors, Guillaume Père qui a levé la main. Bonsoir à tous, Guillaume Père à Davaillé, au Vinipôle Sud Bourgogne. Voilà, c'était pas une question, c'est juste un petit complément. Il existe un organisme similaire, un peu copié-collé du Digilab, qui s'appelle le Vitilab. Voilà, en Bourgogne. Et on est à peu près sur les mêmes thématiques et la même organisation. Voilà, c'était juste pour nous faire connaître. Effectivement. merci Guillaume. Alors, mince. Sur il y a une question sur la location, enfin la mise en location des solutions. Je peux répondre au niveau du MAS. En tout cas, nous, c'est vraiment enfin, toutes les solutions sont mises à disposition dans un cadre mécénal. Donc, on n'a pas de relation commerciale, que ce soit de l'achat ou de la location avec les entreprises. Voilà, donc c'est une mise à disposition qu'on fait sur des cycles de 3 ans, avec des intégrations de solutions, des fois en cours de cycle, de partenariat. Mais voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas de relation. Nous non plus, il n'y a pas de location, même si c'est à chaque fois évoqué. Hein. Mais le principe, nous, c'est une simple mise à disposition, donc sans contrepartie financière, ce qui nous permet également de garder notre regard objectif par rapport à l'évaluation de ces solutions. Je vois que la question venait d'Antoine Fournier qui a levé la main également. Donc, peut-être s'il y a des précisions à apporter ou que vous avez une autre question, vous pouvez prendre la Merci parole. beaucoup pour cette réponse. Et oui, j'ai éventuellement une autre question, si je peux me permettre. Allez-y. Est-ce que vous fournissez à des entreprises des expressions de besoin, des use cases ou de la formalisation des scènes types, par exemple, bon, ils peuvent mesurer sur un convoyeur ou sous une machine à telle distance de tel couvert, vous prenez des photos pour qu'ils aient une idée des distances de travail, parce que c'est le quotidien de beaucoup de bureaux d'études sur les applications qui aident les boîtes à créer leurs concepts, leurs produits. Et l'expression du besoin en termes de géométrie de scène et d'insertion dans la chaîne de valeur, à quel moment du produit ou de la vie de l'agriculteur ça intervient, c'est vraiment le matériau brut pour l'idéation initiale quand on doit passer aux contraintes physiques et puis aux sélections. Et donc, je pense que ça pourrait être un apport des plateformes, non seulement l'évaluation, mais aussi même la formalisation des besoins. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bah, pour répondre rapidement, je pense ça s'est fait de manière complètement informelle à quelques occasions, des discussions, que ce soit des entreprises qui étaient partenaires du projet ou des entreprises qui venaient visiter, parce j'ai cité les professionnels en visite, mais on a aussi des entreprises pourvoyeurs de services qui sont venus visiter pour se faire une idée de l'écosystème aussi. Et donc, au fil de la discussion, je pense que ça s'est fait de manière, par contre, non formalisée, quoi. Voilà, mais je vois bien l'apport éventuellement enfin, en tout cas, que je pourrais formaliser au niveau du MAS et peut-être sûrement au niveau du Digilab aussi. Nathalie, je te laisse. Oui, alors c'est pas des choses qu'on fait de façon très formalisée. En fait, c'est des interactions ou des discussions qu'on peut avoir au fil des visites et voilà, pour bien voir quelle est la problématique, mais on n'a pas de prestation par rapport à ça. Donc c'est une idée à retenir. Merci beaucoup Nathalie et Thomas, je vous laisse compléter. Voilà, il y a de bonnes questions dans le chat, donc si prendre un peu de temps pour compléter. Et je rappelle que Nathalie et Thomas seront présents au speed dating, donc dans une salle en particulier.
où vous pourrez approfondir les échanges et voilà, reprendre un peu plus d'éléments avec eux. Merci et je vais donner la parole à Alexia Gobrecht qui va nous présenter le réseau Occitanium. Donc, bon, je ne sais pas si les personnes qui étaient là cet après-midi étaient là ce matin, mais je me représente. Donc, je suis Alexia Gobrecht, je suis ingénieure à INRAE, je travaille sur l'agriculture numérique. Donc, je vais vous présenter le dispositif Occitanium, donc, qui est un Living Lab agroécologie numérique en Occitanie, et qui lui aussi place l'évaluation des technologies numériques au centre de son processus. Donc très globalement, hein, le projet Occitanium vise à mobiliser les technologies numériques pour accélérer les transitions de l'agriculture et de l'alimentation dans la région Occitanie. Donc quelques mots tout d'abord sur ce projet. Donc c'est un territoire d'innovation. Alors les territoires d'innovation, ce sont des dispositifs financés par le plan d'investissement d'avenir. Donc il y a eu 24 territoires lauréats en 2018. Et les objectifs de ces territoires d'innovation, c'est de faire émerger en France les territoires du futur, en fait, avec des nouveaux modèles de développement territorial. Donc ce sont des dispositifs qui sont très ancrés au territoire, avec une forte implication des acteurs. Donc là, c'est un projet qui se déroule sur un temps relativement long. Donc on a quasiment 9 ans de projet, avec un budget pour celui-là de 9,5 millions d'euros, subventionné à peu près à 50%, un petit peu plus, par l'État et la région. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a les partenaires qui investissent aussi dans le projet à hauteur de 50% sur leurs fonds propres. C'est important. Alors qui sont ces partenaires? Justement, il y a 46 partenaires qui associent l'ensemble de la filière, l'ensemble des acteurs de la filière. On a les territoires, on a les utilisateurs, donc les agriculteurs, les coopératives, les citoyens, on a des facilitateurs de l'innovation, les acteurs du développement agricole, les entreprises de l'agtech, et puis les acteurs de la recherche et du transfert. Et c'est un projet porté par INRAE. Quelques mots sur les ambitions du projet, puis quelques fondamentaux méthodologiques pour répondre à ce défi. Donc, l'ambition est forte en termes de convergence des transitions agroécologiques et numériques. En fait, par la mobilisation des technologies numériques, on souhaite montrer qu'on peut accélérer la transition agroécologique et notamment relever ces défis sociétaux qui sont de réduire les impacts environnementaux de l'agriculture à travers la transition progressive vers des pratiques agroécologiques, d'augmenter aussi les revenus des agriculteurs, des producteurs, et permettre à l'agriculture de retrouver une place de choix dans la société. Donc ça, c'est vraiment des défis sociétaux du projet. Et donc, pour relever ces défis, Occitanium a pris le parti de créer les conditions pour ce qu'on appelle une innovation ouverte au service des transitions, à savoir vraiment ancrer ces actions dans un cadre multipartenarial lié au territoire avec des processus d'innovation ouverte. Donc concrètement, l'idée c'est d'expérimenter en grandeur nature dans des living labs, tester les performances des solutions numériques, évaluer les impacts de ces technologies dans toutes les dimensions, environnementaux, économiques et sociaux, et co-construire aussi avec tous ces acteurs des nouveaux services numériques. Dans la pratique, parce que c'était assez théorique, dans la pratique, qu'est-ce que c'est Occitanium? Donc c'est un dispositif qu'on présente aussi sous la forme d'un Living Lab en archipel, qui s'articule autour de 2 entités. Tout d'abord, on a les Open Labs, donc ce sont des territoires pilotes qui sont organisés par filière dans Occitanium, donc on en compte 7, et qui sont vraiment le lieu des expérimentations, de la démonstration, de l'évaluation des technologies numériques, tout ça dans un dispositif qu'on appelle le projet innovant. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des besoins des acteurs en lien avec un enjeu de transition agroécologique et ensuite donc de constituer un projet innovant permettant de sélectionner des technologies et de les évaluer. La deuxième entité associée à Occitanium, c'est ce qu'on appelle le corps. Donc le corps, c'est vraiment une structure centrale qui sert de centre de ressources et de valorisation.
et de capitalisation pour le projet. En fait, il vient vraiment en appui des Open Labs. Donc, il accompagne les acteurs des Open Labs, donc par exemple les animateurs de chambres d'agriculture, il les accompagne dans l'ingénierie, on en a parlé ce matin, l'ingénierie de l'expression des besoins, par exemple. Il forme les animateurs, il apporte son expertise, il impulse des nouveaux projets, et puis il a surtout un rôle aussi de capitalisation, de production de méthodes, donc notamment les productions de méthodes d'évaluation, on va en parler tout à l'heure, et il valorise à la fois les données qui sont générées par le projet et aussi les informations qui seront produites à partir de ces données. Et donc cette articulation entre le corps et les Open Labs crée en fait le ferment de l'innovation ouverte. Alors pour revenir un petit peu sur ce qu'on appelle nous le projet innovant, donc qui se déroule dans les Open Labs, alors c'est un petit peu l'unité d'œuvre du projet, et afin de montrer un petit peu comment cela fonctionne, je vais partir des différentes étapes d'un projet innovant qui a été initié l'an dernier dans l'Open Lab Viticulture dans le Tarn. Tout d'abord, accompagné par la Chambre d'agriculture du Tarn et l'Institut français de la vigne et du vin, en fait, il y a une communauté de pratique qui était déjà créée, en fait, qui existait d'un projet précédent, un GOPOD, et qui s'est réunie pour formaliser en fait, un certain nombre de besoins en lien avec un enjeu de la transition agroécologique. Et l'idée, c'était donc à partir de ce besoin de l'exprimer. Bon, donc là, vous avez une phrase qui exprime ce besoin. Alors bien sûr, ce besoin est un peu détaillé quand même. Mais ici, donc, on cherche une solution permettant de traduire la carte de vigueur des vignes en carte d'épandage paramétrable et reconnue par l'épandeur. Et donc, à partir de là, alors il y a un petit micro ouvert, je ne sais pas qui c'est. Merci. Donc, à partir de là, avec l'appui d'Agri Sud-Ouest Innovation, là, qui a une expertise forte dans l'accompagnement de processus, notamment comme des appels à manifestation d'intérêt, et qui fait donc partie du corps, vient en soutien. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt donc, qui a été lancé en avril-mai 2021, intitulé « Modulation de la fertilisation des vignes en fonction de leur carte de vigueur ». Et donc l'idée de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est justement de faire remonter ce besoin auprès des fournisseurs qui n'ont pas forcément été identifiés en amont. En fait, les agriculteurs n'avaient pas forcément une idée en tête de fournisseurs. Donc l'idée, c'est d'aller au plus large possible dans cet écosystème de fournisseurs pour justement identifier des solutions qui pourraient répondre à ces besoins. Donc sur cette AMI en particulier, il y a eu 5 candidatures et un projet sélectionné donc, en juillet 2021. Alors, du coup, à partir de là, s'enclenche tout un processus en fait, de formalisation du projet avec tous les acteurs, donc la communauté de pratique et puis les fournisseurs. Donc il y a de la contractualisation. Et ensuite, donc ça c'est une étape qui va se dérouler cette année, ces solutions sont testées auprès des agriculteurs impliqués. Donc on les appelle un petit peu des bêta-testeurs, et les impacts en fait, de l'usage de ces solutions sont évalués. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir rentrer dans un processus d'amélioration, des itérations pour améliorer les solutions, et puis permettre aussi une diffusion plus large auprès de la communauté, au-delà de l'Open Lab, au-delà du territoire. Alors je reviens un petit peu sur l'étape de l'évaluation des technologies numériques, parce que c'est vraiment l'étape qui est au cœur de l'ambition du projet. On l'a largement débattu ce matin, mais donc le postulat, c'est vraiment de dire que les agriculteurs ou les prescripteurs n'ont pas forcément toute l'information sur les impacts réels induits par l'adoption d'une technologie numérique. En fait, cette adoption, enfin cet usage du numérique transforme parfois fortement, transforme les itinéraires techniques, transforme les pratiques, transforme même l'organisation même parfois de l'exploitation, transforme les compétences de l'agriculteur, des salariés, etc. Et donc en fait il est essentiel de pouvoir mesurer et évaluer si ces changements, ces transformations sont bénéfiques ou impactent négativement l'usager ou l'exploitation agricole.
ou plus largement l'écosystème. Et donc du coup, pour ça, le corps, encore une fois, va développer, en fait, enfin, mobiliser ses compétences et ses expertises et développer des protocoles d'évaluation qui mobilisent en fait des cadres méthodologiques avec des socles scientifiques solides. Par exemple, si on souhaite évaluer les impacts environnementaux de l'usage du numérique, l'idée c'est de pouvoir comparer en fait l'impact environnemental avec ou sans la technologie. On va mobiliser le cadre méthodologique de l'analyse de cycle de vie qui prend en compte les impacts globaux du produit ou du service, y compris donc l'itinéraire technique qui est modifié. Et ceci qui est d'autant plus important qu'on entend parfois un certain nombre de controverses sur l'usage du numérique qui, en tant que tel, peut avoir des impacts environnementaux importants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les évaluer. Bon, pour la dimension économique, on est plutôt sur des cadres assez classiques d'économie et donc de retour sur investissement ou d'analyse coût-bénéfice. Et puis c'est d'ailleurs peut-être ce qui se fait déjà le plus en termes d'évaluation aujourd'hui, on l'a vu avec les QMA ce matin. Et enfin, le troisième axe, qu'on appelle donc la dimension sociale ou humaine, c'est peut-être celle où pour l'instant, on n'a pas encore mobilisé, on est obligé d'aller puiser des cadres méthodologiques un petit peu nouveaux, notamment dans les sciences de gestion, dans les sciences de design, dans les sciences de l'ergonomie ou du marketing, parce qu'on touche vraiment à des éléments de type qui sont liés à la valeur de l'usager et à son échelle de valeur. Et donc, on doit trouver des façons d'évaluer, on en a parlé ce matin, la charge mentale, le gain en compétences, le temps de travail, la pénibilité, etc. Voilà. Et donc, l'objectif de cette évaluation, c'est d'apporter aux acteurs, à tous les acteurs de la chaîne de valeur, une information fiable. Donc, quelques conclusions par rapport au projet Occitanium. Donc, et pour faire le lien un petit peu avec ce qui a été évoqué ce matin, c'est tout d'abord un dispositif innovant, à la fois dans sa façon de fonctionner, et qui est en perpétuelle évolution, qui mobilise tout un écosystème, alors je dirais mobiliser, mais même embarque tout un écosystème avec lui, les territoires, les acteurs, et probablement que ce qu'on fait aujourd'hui sera fait différemment demain, lié à cette envie de faire progresser, de faire évoluer les pratiques. Il est nécessaire d'évaluer les technologies dans toutes ces dimensions, ça on l'a dit, et il y a un réel besoin d'informations sur la valeur de l'usage qui s'exprime. Et donc, cette information-là, elle apportera une contribution à la fois dans le cercle vertueux de l'amélioration continue, donc les fournisseurs pourront poursuivre l'optimisation de leurs solutions. Mais par contre, il faudra faire attention à gérer ce côté suradaptation qu'on a évoqué ce matin avec ITK. Et apporteront aussi des éléments factuels pouvant aider un agriculteur ou un intermédiaire dans ses choix. Et Occitanium souhaite également montrer qu'il est possible de faire converger, en fait, faire converger vertueusement les transitions numériques et agroécologiques, et que pour cela, il faut faire attention à la communication. Enfin, la communication va être essentielle pour éviter l'écueil de numérique égale industriel. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à votre question aussi pendant le speed dating. Merci Alexia. On a déjà 2 petites questions et je pense qu'on peut les prendre entre nous. Donc il y a Fatma qui demande notamment, Fatma Fourati, avez-vous des difficultés pour faire adhérer les agriculteurs à Occitanium finalement? Alors, c'est une bonne question. Donc, les agriculteurs qui sont impliqués aujourd'hui, qui sont impliqués dans les Open Labs et qui sont partie prenante du processus, sont souvent des agriculteurs qui ont déjà un lien fort avec notamment les animateurs, les chambres d'agriculture ou les instituts techniques, et parfois sont déjà dans des communautés de pratique. Donc, c'est vrai qu'on est dans un premier temps, là, pour ces premières phases de processus, sur des agriculteurs qui sont
qui sont motivés par la démarche et qui sont particulièrement intéressés par le fait de pouvoir exprimer leurs besoins, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore identifié ces solutions. Donc, cette communauté-là d'agriculteurs, enfin, on va dire, cette typologie d'agriculteurs, non, il n'y a aucun souci. Par contre, l'objectif, c'est quand même de pouvoir répondre aussi à un moment donné aux besoins exprimés par des agriculteurs qui ne sont peut-être pas encore adoptants, etc. Et donc là, ce sera plutôt après une phase de communication et de démonstration, comme l'a évoqué ce matin Adrien. Merci Alexis. On a une question de Christophe Gaviglio à l'oral, et puis après, je te laisserai répondre aussi dans le chat à celles qu'on n'aura pas pu traiter, Alexia. Ça marche. Oui, merci. C'est en complément un petit peu de ce que disait Alexia par rapport justement à l'implication des viticulteurs dans Occitanum. Je peux en témoigner puisque je suis un des acteurs dans ce projet dans le Tarn. Et c'est vrai qu'on est reparti d'une base de viticulteurs qui étaient impliqués dans un GOPEI, un groupe opérationnel, hein, et donc qui avaient déjà travaillé sur ces thématiques-là et qui avaient des questions non résolues. Et donc c'était effectivement l'opportunité dans Occitanum de leur faire repréciser le questionnement et le besoin pour impliquer donc les entreprises dans le développement de solutions adaptées ou plus adaptées à leurs problématiques encore non résolues. Mais c'est vrai qu'à ce stade, on touche encore peu de vignerons. C'est quand on pourra avoir effectivement un déploiement, la démonstration grandeur nature qu'on pourra toucher plus de monde. Je ne sais pas. S'il y a d'autres questions. Écoute, je vais te laisser Alexia répondre par la suite dans le chat. Et merci Christophe pour cet apport. Et je vais donner la parole à Julieta Contreras pour le réseau Digiferm. Donc, déjà merci pour nous avoir invités en tant que réseau des Digiferm à cet atelier qui pour nous représente beaucoup d'enjeux aussi, notamment à propos du transfert de ce qu'on apprend au sein de notre réseau d'évaluation des solutions. Personnellement, merci aussi pour représenter le réseau des Digiferm et donc pouvoir vous dire ce que c'est et vers où on va avec quelques résultats. Les Digiferm, c'est un réseau de fermes expérimentales qui a été fondé par les 5 instituts techniques, 4 instituts techniques et l'ACTA que vous voyez sur l'écran. Représentant différentes filières, la filière du végétal avec Arvalis, l'élevage avec Lidl, la betterave avec l'ITB, les protéagineux avec les Terrinovia et l'ACTA donc qui pilote 18 instituts techniques agricoles en France. En 2021, donc fin 2021, on était 13 Digiferm pour représenter différentes filières dans le territoire national, donc l'élevage, les végétaux, la viticulture. Et chaque année, on va le voir après, on fait un appel à labellisation pour des nouvelles fermes expérimentales qui veulent rejoindre notre réseau. Pour connaître un petit peu d'où on vient, je vais passer sur cette slide rapidement. L'idée, c'est pas de faire l'histoire, mais c'est de savoir d'où on vient. En 2015, donc c'était l'initiative d'Arvalis, l'Institut technique du végétal, qui a mené des travaux sur la station de Boignaville et Saint-Hilaire-en-Webre pour mettre en place ce qui allait être le réseau actuel des Digiferm. À partir de 2017, il y a eu le premier partenariat qui a été mis en place avec la Digiferm du Mourier, donc avec la production ovine dans la région près de Limoges, en Nouvelle-Aquitaine. En 2018, il y a eu 2 appels à candidature où il y a eu 10 Digiferm qui nous ont rejoints.
Et on a mis en place la première réunion annuelle des DigiFerm pour commencer à donc créer cet écosystème, ce réseau de fermes expérimentales pour mettre en commun les objectifs et la vision du réseau. À partir de 2019, donc il y a une personne qui a été responsable de l'animation du réseau pour développer donc tout ce qui était le côté communication, labellisation, mise en commun des DigiFerm pour les aspects non seulement d'évaluation et des mises à plat des résultats et d'interactions entre chaque site, mais aussi sur la valorisation de ces résultats. Et en 2021, donc on compte élargir le réseau à partir de 2021 avec donc une personne, moi-même, dédiée 100% sur cette tâche d'animation, communication et stratégie aussi de construction du réseau, avec des nouveaux appels à labellisation grâce auxquels on peut faire élargir le réseau. Et on va faire notamment une annonce dans le cadre du SIA pour les nouvelles DigiFerm qui nous ont rejoints cette année à partir de 2022. L'idée étant de représenter au plus large les filières. On va élargir sur la filière fruits et légumes aussi, la filière équine également. Et on a pour ambition d'aller à l'international, notamment à l'échelle européenne. Le réseau des DigiFerm, qui on est des experts qui sont membres des instituts techniques agricoles ou des partenaires qui travaillent dans le secteur agricole pour les professionnels. Nous appliquons donc une méthodologie scientifique qui est validée par les instituts techniques à chaque fois pour évaluer ces outils et solutions. Nous sommes indépendants, donc c'est un réseau qui est en soi une marque, les DigiFerm, pour pouvoir être neutre justement vis-à-vis des entreprises qui veulent travailler avec nous, faire tester leurs solutions. On a une couverture actuellement nationale qui a pour but d'aller au-delà des frontières françaises et au-delà des filières actuelles. Donc, notamment, les filières que je montrais tout à l'heure, élevage, viticulture, fruits et légumes, grande culture pour démarrer. Nous mettons en place des expérimentations sur des fermes expérimentales. On ne travaille pas en direct avec les agriculteurs, ça c'est quelque chose qui nous caractérise. On travaille pour répondre aux besoins des agriculteurs, mais on met en place des systèmes d'évaluation auprès des structures qui peuvent accueillir une ferme expérimentale pour valider les tests terrain, des méthodes et des protocoles mis en commun avec les instituts techniques et les fermes labellisées. Et nous essayons de tester le plus grand nombre de technologies par filière et notamment mettre en place des réflexions aussi interfilières. Vis-à-vis du mode de fonctionnement, pour l'accueil d'une nouvelle ferme qui veut être labellisée DigiFerm, une fois que la ferme a été accueillie, qu'elle est labellisée, nous travaillons avec le comité de pilotage qui évalue les technologies qui sont présentées par ces DigiFerm à différents stades de maturité. Et ça peut être des projets qui viennent de chaque DigiFerm labellisé, qui sont internes à leur structure. Ça peut être des projets régionaux ou nationaux ou européens en réponse à des appels pour des financements autres, ou les entreprises AgTech avec lesquelles il faut mettre en place donc une démarche de collaboration en fonction de leurs demandes et notamment en fonction des besoins de chaque ferme labellisée.
Le comité de pilotage évalue donc ces projets des différentes origines. On dit oui ou non, on va le mettre en place dans le cadre du réseau autour des 4 axes. En fait, on a 4 axes stratégiques qu'on va présenter tout à l'heure. Et si ça répond donc globalement à ces axes stratégiques, on commence le processus d'évaluation et d'analyse dans le cadre du terrain, en grandeur nature, pour ensuite donner des réponses, des résultats par l'intermédiaire des fiches d'action qui évaluent donc l'ergonomie, les fonctionnalités, la réponse aux besoins de la solution testée et proposer des recommandations pour améliorer les technologies qui ont été évaluées. Donc, on passe d'une échelle TRL allant de 3 à 9, ça peut être très varié, et on sort avec un outil testé et amélioré qui répond toujours donc, aux besoins du terrain, des agriculteurs. Les 4 axes stratégiques sur lesquels on se base pour évaluer les solutions, ce sont ces 4 axes que vous trouvez ici. Donc d'abord, on va se concentrer sur la digitalisation de l'agroéquipement. Donc on teste les outils numériques. Ça peut être des capteurs, ça peut être des robots, ça peut être des outils de la décision, des plateformes, des tableaux de bord. On va aussi prêter attention à l'impact que ces outils ont sur la production. On va se focaliser plus sur un axe de pilotage stratégique, sur comment ces outils-là peuvent m'aider au quotidien en tant qu'agriculteur à améliorer ma production, à quel moment il faut que j'intervienne, avec quelle dose, ou auprès de quel animal, etc. Le 3e axe, c'est plus global. C'est à quelle échelle je peux, à l'échelle de l'exploitation, comment je peux améliorer le fonctionnement de mon exploitation de manière, en tenant compte des résultats économiques, de l'assolement, de tout ce qui concerne l'exploitation au global. Et puis le 4e axe qui englobe un peu tous les autres axes, c'est la valorisation de la donnée en créant des nouveaux services. Et là, on va aborder tout ce qui est interopérabilité, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est un aspect important pour nous. Et donc ouverture du côté technique et numérique vis-à-vis d'autres technologies existantes au sein du réseau et ailleurs si possible. Donc les 2 actions qu'on mène à bien pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir répondre aux objectifs de chaque axe stratégique, c'est d'évaluer chaque technologie ou chaque solution en grandeur nature, c'est-à-dire sur des fermes expérimentales qui vont répondre donc aux besoins de l'agriculteur. Ce n'est pas que des protocoles à l'échelle hiérarchicale, on va dire. On se met à la place de l'agriculteur vraiment pour répondre aux besoins quotidiens. Et grâce à ça, à ces interactions avec le côté technique et plus d'évaluation scientifique des instituts et les retours d'expérience, on co-construit donc et améliore les innovations qui vont répondre donc à l'ensemble du réseau. Donc on part sur 2 engagements, c'est de créer ou d'améliorer des solutions utiles et utilisables par les agriculteurs et de mettre en place des technologies et des protocoles éprouvés. Donc, quelques exemples parmi les travaux que nous avons réalisés depuis l'existence du label. J'en ai pris 3, un par filière. Donc, on a travaillé avec notamment à Ravalise autour des thématiques de stations météo connectées.
pour mesurer en comparant des valeurs de référence avec des valeurs des capteurs développés nouvellement, comment ces capteurs et ces OAD prédisent efficacement les comportements qu'on cherche à mesurer. Du côté de l'élevage, plusieurs digifermes ont été mobilisés pour évaluer les clôtures virtuelles. Donc, il y en a 4 digifermes. Comment gérer ça? Pardon? Pardon, excusez-moi. J'ai oublié que le micro était ouvert. C'est pas grave. Donc, la digiferme de Saint-Hilaire pour Arvalis, la digiferme de Derval, et les établir aussi, et les digifermes du Mourier. Donc, parmi ces digifermes-là, on a mis en place un protocole d'évaluation des clôtures virtuelles qui permet donc de faire le suivi des animaux et de pouvoir gérer leur mobilité en évitant d'installer des clôtures physiques. C'est par l'intermédiaire d'un signal sonore et puis des charges électriques qu'elles vont être orientées dans leur parcours. Il y a eu des résultats assez probants par rapport à cette technologie. J'ai vu qu'il y a eu Denis Gauthier qui était là tout à l'heure, donc il pourra peut-être en parler. Les vignes, donc du côté filière viticulture, c'est les robots des vinages qu'on a testés avec différentes sociétés pour évaluer si le désherbage électrique apporte vraiment une plus-value et s'il est utile comparé au désherbage chimique. Comment les robots peuvent venir apporter une vraie aide à la diminution des produits chimiques dans les parcelles. Et ça, Christophe, tu es le mieux placé pour en parler. Christophe Gabillot. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est des exemples très rapides qu'on va mettre en lumière dans le cadre du salon de l'agriculture. On va aborder ces sujets de manière très illustrée. Donc, comment la robotique, dans une série de mini-conférences, quels sont les résultats, les avancements des tests techniques et évaluations sur la viticulture robotique, comme je viens de mentionner, le désherbage ciblé en grande culture et les clôtures virtuelles en élevage. Donc, vous êtes tous invités à nous rejoindre au salon de l'agriculture. Et pour finir, donc, si jamais il y a des profils qui sont intéressés pour intégrer le réseau des digifermes, il faut remplir 3 principales conditions. Ça doit être une ferme expérimentale qui est suivie par un organisme de recherche et développement, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir constitué un protocole d'évaluation d'un outil numérique, donc des mises à disposition de moyens techniques et humains pour la mise en place des essais, et de manière à ce que la prise en risque soit possible, parce que c'est justement là où on veut orienter nos objectifs. On ne veut pas mobiliser des agriculteurs individuels parce que on ne sait pas si la technologie va aboutir à quelque chose de rentable pour lui. Donc, c'est vraiment une ferme qui fait partie d'une structure qui est un organisme R&D, où un programme numérique a été mis en place en répondant à des enjeux de l'agriculture numérique qu'on connaît tous. Et c'est une ferme, ça doit être une ferme qui, pour répondre à notre vision et à nos objectifs de co-construction, qui est prête à partager et à co-élaborer des outils avec l'ensemble des autres digifermes. Pour l'avenir, donc, on va lancer un nouveau label cette année. Il y en aura un par an à partir de 2022. Et la procédure, elle est simple. Il faut remplir un dossier écrit. On passe un oral devant le COPIL pour évaluer le dossier. Et ensuite, le CODIR décide si oui ou non cette digiferme est labellisée ou pas.
pour une durée de 3 ans avec la signature d'une convention entre les deux parties. J'espère avoir respecté le temps. Je laisse mes coordonnées si jamais vous avez besoin de me recontacter, sinon on a le speed dating tout de suite. Et juste préciser qu'Amélie Fischer, elle est chargée pour le côté filière élevage dans le réseau, et Inès, elle gère plus la partie grande culture du côté d'Arvalis. Merci. Merci Julieta. Je vous invite tous à poursuivre les échanges durant le speed dating avec Julieta. Bon, le timing avançant, on va enchaîner. Par contre, Julieta, tu pourras prendre connaissance des 2 sondages durant ta présentation qui reflètent un petit peu les retours, ils sont intéressants. Et puis, je vais donner la parole tout de suite à Adrien Thuré pour le réseau des fermes leaders. Donc, Adrien, c'est à toi pour le partage. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation à cet événement pour pouvoir présenter le réseau Ferme Leader. Et effectivement, toutes les interventions de ce matin permettent finalement d'aller dans la même direction sur la nécessité de bien identifier le besoin en amont par rapport aux différentes solutions, et après de pouvoir justement évaluer à travers l'usage et l'utilisateur. Mais ça, on y reviendra par la suite. Donc, le réseau Ferme Leader, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un réseau qui a été initié il y a 4 ans désormais par le groupe InVivo, qui a pour but justement d'accompagner le déploiement des solutions, des innovations digitales au niveau des exploitations agricoles et des coopératives en France. Donc, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on fait? On a à ce jour du coup identifié et décrypté un certain nombre d'innovations. J'en compte 1500, mais ça fait référence à des innovations à la fois agri-tech, aussi food-tech, parfois les ingrédients, ce qui permet d'être assez large sur à la fois l'amont et l'aval agricole pour savoir aussi la complémentarité. On parlait de l'interopérabilité, voir la valeur ajoutée que ça peut représenter avec d'autres solutions qui ne font pas forcément directement, qui répondent pas directement aux mêmes besoins. On a une trentaine de coopératives qui font partie du réseau, un peu réparties partout en France, avec une communauté de plus de 500 agriculteurs qui participent directement à ces projets qu'on va mettre en place avec des entreprises innovantes. L'idée, c'est de pouvoir intégrer des nouvelles coopératives sur différents types de cultures et de garder une représentativité pour pouvoir mettre des projets en simultané sur différentes régions en France. On adresse aujourd'hui 6 filières, donc au-delà d'expertise du groupe InVivo, essentiellement sur la partie grande culture notamment et viticulture. On va aussi sur l'arboriculture, le maraîchage, on a des projets en élevage et notamment au niveau de l'apiculture. Donc finalement, on a 3 grandes priorités qu'on va adresser dans le réseau Ferme Leader, toujours avec cette logique d'utilisateur, donc user-centric, pour permettre justement d'identifier, de construire et de déployer ces solutions. Donc on intervient au niveau des filières et pour ça on a des projets comme AgriProgress. Ce type de projet permet de valoriser la donnée de l'agriculteur dans cette logique aussi de traçabilité dont on a évoqué tout à l'heure, en travaillant en collaboration à la fois avec des agro-industriels, des coopératives et des agriculteurs dans cet écosystème et autour de ce même projet. On a d'autres projets plutôt à une échelle des territoires, où là, l'objectif, c'est voilà, de s'appuyer sur des données objectives, de pouvoir fédérer un écosystème autour de ces projets-là. Et pour ça, on a mis en place des projets comme le projet Apitech, qui vise à créer des interactions entre apiculteurs et agriculteurs autour des outils digitaux et de données assez simples pour justement changer les pratiques, améliorer les pratiques ou avoir des pistes de réflexion communes. On a des projets comme Solplant où là, on déploie un réseau de capteurs au niveau national, type sonde capacitive, ça peut être des stations météo, et le but c'est d'acculturer finalement les agriculteurs ou les coopératives, donc à travers leurs techniciens, à prendre en main et à comprendre l'intérêt de ces outils-là avant de s'équiper. Et on a des projets au niveau résilience climatique, ça fait référence notamment à ce qu'on travaille avec les vignerons de Buzet, dans lequel s'inscrit un certain nombre d'acteurs de l'écosystème
comme Vitirev, où là, l'objectif, c'est voilà, travailler à partir de données, de capteurs et d'une approche globale qui englobe l'écosystème et de s'appuyer sur ces technologies pour avoir un suivi dynamique, intra-annuel et pluriannuel avec du recul sur les données qu'on va exploiter. On a enfin, donc, et ça c'est notre cœur de métier, ce sur quoi je vais un peu plus développer aujourd'hui, un rôle au niveau des exploitations agricoles, où là le but c'est de déployer, de mettre en place des projets autour de l'innovation qui répondent à des besoins. Et ça on en a déployé une quarantaine sur les 2 dernières années. Donc finalement, aujourd'hui l'innovation, on est d'accord, comme je vous disais tout à l'heure, pour dire qu'elle doit répondre à un besoin, elle doit répondre à des enjeux. Donc là, si on prend 2 exemples pour venir illustrer un peu ce qu'on va chercher et ce qu'on va vouloir mettre en place et déployer sur les innovations, sur le secteur agricole français, ce sont finalement des innovations qui vont avoir un engagement environnemental fort ou qui vont répondre à ces besoins et permettre le changement de pratique. Mais pour ça, elles peuvent, dans certains cas, répondre à ces besoins, mais pas forcément répondre directement aux besoins ou aux attentes de l'utilisateur. Donc une technologie qui ne se prend pas en main dans le temps par l'utilisateur va avoir beaucoup de mal à se développer. Et là, on a 2 exemples vraiment très différents avec le téléphone portable qui a un retour, un intérêt et un apport pour l'utilisateur direct et perceptible très facilement. Et à côté, la voiture hybride qui, elle, est travaillée vraiment sur le sens, sur l'impact environnemental recherché. Et finalement, beaucoup d'efforts vont être investis pour pouvoir faire en sorte que les gens achètent ce type de véhicule. Mais finalement, lorsque l'utilisateur a le véhicule, il y en a peu finalement qui l'utilisent comme il faut pour vraiment avoir ce bénéfice environnemental, économie et autres. Et ça fait référence notamment à ce que disait Nassim ce matin sur vendre c'est bien, mais l'achat c'est pas la finalité. Derrière, c'est l'accompagnement et la prise en main dans le temps qui va faire la réussite d'une innovation. Si on continue, bon là on n'est pas encore sur le goûter, mais on sort du repas. On a un autre exemple assez parlant pour parler de l'innovation, c'est que finalement on peut rester aujourd'hui avec ce qu'on a et les agriculteurs ou les coopératives arrivent déjà à faire leur travail sans l'innovation. Thomas Crestel disait tout à l'heure, ils ont toutes les solutions digitales où les innovations ne sont pas forcément indispensables ou essentielles. Et justement, elles doivent permettre de créer et d'apporter de la valeur par rapport aux utilisateurs et donc permettre d'avoir un gain assez important, que ce soit en termes de fonctionnalité pour permettre de faire des choses que l'utilisateur n'aurait pas fait sans cette technologie et qu'en même temps, il y ait des gains directs aussi, que ce soit en termes de temps, d'argent et autres avantages qu'on peut en tirer de l'innovation. Finalement, dans l'approche du réseau et comment est-ce qu'on a construit le réseau Fermleader, il y a différents piliers dont le cœur et le centre, c'est l'utilisateur. Donc, ça peut être à la fois au niveau de la coopérative, au niveau de l'exploitation avec l'agriculteur. On a 3 missions dedans, que ce soit l'observation des pratiques et besoins pour comprendre et connaître les attentes des utilisateurs en amont, donc dans cette phase non pas de commercialisation, de déploiement ou de conception, mais de préconception. Ensuite, on a ce rôle justement de permettre aux utilisateurs de s'exprimer, donc d'évaluer ces outils. Alors non pas sur un process expérimental, comme c'est le rôle notamment à travers les instituts techniques ou de recherche, on a ce rôle justement de faire exprimer sur l'utilisation et l'intérêt autour de cette technologie. Pour ça, on a développé un outil. Et là, on s'appuie aussi sur cette notion de communauté et de simultané, d'avoir des références à plusieurs endroits simultanés par des utilisateurs qui vont s'exprimer et aussi travailler ces sujets entre eux. Et enfin, cette dernière thématique, c'est pouvoir fédérer et faire monter en compétence un écosystème, puisqu'aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs ou les coopératives, n'ont pas forcément toutes les connaissances ou les compétences pour pouvoir savoir quels sont les moyens, les outils ou les technologies qui vont pouvoir répondre à leurs besoins et comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir choisir tel ou tel outil plutôt qu'un autre. Donc, il faut les aider par rapport à ça. Donc, on a développé une méthode agile, finalement, dans un projet type
qu'on va mettre en place pour le compte d'une entreprise dans le réseau. Donc, on part de l'identification du besoin sur l'embarquement des participants pour s'assurer aussi que l'outil va être correctement pris en main. Après, ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise, mais on est de toute façon sur des solutions déjà commercialisées. Mais dans certains cas, on va soit chercher un peu à mettre à l'épreuve l'entreprise qui a une solution déjà bien déployée et commercialisée, et donc normalement qui sait bien embarquer ces participants lors de cette phase. Dans d'autres cas, on va avoir ce rôle justement de conseil et d'accompagnement. Et ensuite, on va déployer le projet sur le terrain, suivre les participants et évaluer via les utilisateurs les solutions. Pardon. Ensuite, il y a à la fin un travail qui permet de faire perdurer justement ces projets-là, qui consiste à valoriser les résultats, donc à travers la diffusion qu'on peut en avoir, des supports visuels, des petits vidéos témoignages d'agriculteurs vers des agriculteurs, c'est toujours plus parlant et plus simple, et de valoriser aussi auprès d'un écosystème, parce que notre approche a une approche commerciale pour accompagner les entreprises à déployer, développer aussi commercialement leurs solutions, et donc de valoriser soit auprès des métiers in vivo en interne qui sont susceptibles d'acquérir ces solutions, ou de valoriser ça aussi auprès des distributeurs, dans le cas où les coopératives vont pas, elles, faire le choix de distribuer ces solutions. Nos distributeurs locaux ou régionaux peuvent prendre le relais, et le valoriser auprès de cet écosystème de partenaires. Notamment à travers les fonds d'investissement qui sont aussi, pour certains, partenaires du réseau. Donc on s'appuie beaucoup sur notre plateforme qui nous permet de valoriser justement et mettre en avant les solutions, les acteurs qui participent au projet et les agriculteurs pour les faire communiquer aussi entre eux, et les coopératives. Et on a une interface plutôt privée à destination des agriculteurs et des coopératives qui permet de faire vivre et d'animer les projets et de créer cette notion de communauté entre les différents participants. Enfin, la plateforme a aussi un rôle indispensable, notamment pour permettre de monter en compétences. Donc, au-delà d'aller vulgariser et présenter des informations digérées sur les descriptions des solutions, on a aussi ce rôle de proposer des modules, notamment e-learning, qu'on va travailler avec différents acteurs, que ce soit la chaire agrotique et les intervenants qui étaient présents tout à l'heure notamment, et d'autres acteurs en fonction des thématiques qu'on va adresser pour former, parler d'un sujet, mais parler d'un sujet de façon simplifiée pour que l'agriculteur ou la coopérative, le technicien, se serve de ça comme un moyen, un outil qui puisse prendre sa décision derrière sur l'acquisition ou sur l'utilisation, le test d'un outil. Voilà un peu pour la présentation. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, on se retrouve dans la salle pour le speed dating. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci et désolé pour la... Merci beaucoup, Adrien. Merci. Je vous invite on peut prendre une ou deux questions à l'oral si vous avez des questions pour Adrien, et effectivement, vous le retrouverez aussi dans une salle durant le speed dating et en plus petit comité. Et en attendant, Adrien, je t'invite aussi à regarder les échanges sur les sondages, assez éclairants et intéressants, qui seront peut-être à creuser durant le speed dating. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver Adrien dans sa salle virtuelle, donc à 15h45, on vous l'expliquera avec Noémie. Et donc sans plus attendre, je vais accueillir le dernier réseau, la dernière plateforme d'évaluation, donc la plateforme TITEC, qui sera présentée par Marine Louargan. Bonjour à tous, Marine Louargan, donc je suis responsable de l'unité mécanisation, automatisation et imagerie capteur au sein du CTIFL. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre plateforme TITEC, transfert, innovation et technologie. Alors un petit mot d'abord pour présenter le CTIFL, qui est le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
et qui travaille sur tout ce qui est recherche, innovation, transfert. Donc, nous sommes un institut technique agricole qui va travailler sur toutes les thématiques allant de l'amont à l'aval des filières fruits et légumes, donc des thématiques aussi bien de production jusqu'à la consommation des fruits et légumes. Donc là, vous avez pas mal d'exemples de sujets travaillés. Je ne vais pas tous les énumérer. Et donc, pour appuyer tous nos travaux, nous avons 5 centres opérationnels au niveau national. Donc, c'est des centres qui sont adossés à des exploitations agricoles pour mener des essais. Et nous travaillons avec un certain nombre de stations d'expérimentation dans lesquelles nous avons des ingénieurs qui sont détachés. L'objectif étant de pouvoir travailler sur tous les fruits et légumes produits en France et dans tout type de contexte pédoclimatique qu'on pourrait rencontrer au niveau national. Alors, la plateforme Titech est basée sur le site de Lanxade, donc en Dordogne. Alors justement, cette plateforme, c'est une plateforme qui vise à développer des projets en agroéquipement et nouvelles technologies. Et pour cela, nous nous appuyons donc sur 9 collaborateurs, dont 5 permanents. Nous avons donc une exploitation agricole et des parcelles qui sont vraiment dédiées pour les activités de Titech. Donc en particulier, nous avons une halle de 1000 m² qui est donc une halle fermée, donc qui permet de travailler en conditions contrôlées et potentiellement standardisées. Et puis nous avons ensuite donc des parcelles de maraîchage et des vergers pour pouvoir mettre en place des essais en conditions réelles. Et pour appuyer tous nos travaux, donc nous avons du matériel spécialisé, des bancs d'essai, de mesure, et du matériel pour faire du prototypage, donc aussi bien à des niveaux potentiellement très amont technologiques avec imprimante 3D, fraiseuse ou autre, et des ateliers, enfin un atelier mécanique là pour travailler vraiment avec nos agroéquipements. Et donc, bien sûr, comme nous avons une exploitation, nous avons aussi tout le matériel nécessaire pour conduire nos cultures. Et puis, pour nos activités de transfert, nous sommes aussi équipés de salles de conférence et de formation. Alors, au niveau des activités menées au sein de Titech, donc voilà, c'est tout projet potentiellement rattaché aux agroéquipements et les nouvelles technologies. Donc, j'ai divisé ça en 3 grands types d'activités. Donc, d'une part, nous avons des travaux de recherche et d'expérimentation, donc qui sont principalement financés sur nos fonds propres et en collaboration avec des laboratoires de recherche aussi bien agronomiques que technologiques, des organismes potentiellement de conseil, ça peut être les chambres ou d'autres instituts techniques. Et donc là, on a l'habitude d'aller travailler sur des projets collaboratifs et pour financer ces projets, nous pouvons répondre à des appels à projets au niveau régional, national, voire européen. Ensuite, deuxième type d'activité qui est en fort développement justement avec cette plateforme, ça va être vraiment l'évaluation des performances des agroéquipements. Donc là, on va plutôt travailler sous forme de prestations, donc pour des agroéquipementiers, des startups, des fournisseurs de services qui veulent qu'on apporte une évaluation, on va dire, neutre de leur matériel. Donc ça peut être des mesures d'impact au niveau agronomique, environnemental, des performances économiques aussi éventuellement. Enfin voilà, on peut vraiment mener une évaluation complète, donc soit en conditions contrôlées, si c'est des niveaux un peu plus prototypes, soit en conditions réelles sur nos parcelles. Et enfin, dernier type d'activité, ça va être tout ce qui est formation et accompagnement de projet, donc toujours rattaché aux agroéquipements et nouvelles technologies. Donc là, ça peut être vraiment à différents niveaux, formation sur du réglage ou de l'utilisation matérielle, de l'analyse des besoins, des veilles techniques, etc. Alors, au niveau des thématiques travaillées, alors là, de la même manière, j'ai essayé de diviser en 3 grandes thématiques, mais bon, tous s'entrecoupent un petit peu. Donc, on a une grosse activité sur tout ce qui est technique d'application des produits de protection des plantes, puisque là, il y a des gros enjeux au niveau sociétal et environnemental, en particulier pour l'arboriculture. Donc, on travaille aussi sur tout ce qui est robotique, automatisation et mécanisation. De la même manière, on a de très grosses attentes là, de la part de nos filières et tout ce qui va être capteur, imagerie, outils d'aide à la décision. Donc là, je vais vous présenter quelques petits exemples de projets. Je ne vais pas tous les présenter en détail parce que on va prendre un peu de temps sinon. Mais l'idée, c'est de montrer un peu les différents types de partenariats qu'on peut avoir à travers ces projets.
Alors, par exemple, parmi les techniques d'application, on va avoir, j'ai divisé ça un peu en 2 sortes de projets. D'une part, on va vraiment évaluer, avoir des thématiques d'évaluation de la qualité de pulvérisation, donc soit sous forme de prestations pour les agroéquipementiers, comme j'en avais parlé. Donc là, nous bénéficions de matériel vraiment pour évaluer les performances soit de matériel, soit de différents réglages, donc dans notre halle standardisée. Et nous sommes en train de construire un mur de vent et un verger artificiel pour vraiment pouvoir faire des mesures comparatives standardisées, quels que soient les jours de l'année où on va venir faire nos mesures, puisque c'est très dépendant des conditions extérieures, sinon l'évaluation des pulvérisateurs. Donc là, on va travailler vraiment sous forme de prestation, c'est-à-dire un équipementier veut qualifier son matériel et on va avoir une grille de notation sur l'impact de qualité d'application, impact environnemental, etc. On va avoir des projets vraiment au niveau recherche. Donc là, un exemple de projet, la caractérisation des risques de dérive. Donc ça, par exemple, c'est un projet en collaboration avec les autres instituts techniques, Arvalis, l'IFV, des laboratoires de recherche comme l'INRAE. Et là, c'est du projet collaboratif avec une problématique, une question sur laquelle on veut travailler et on travaille tous ensemble sur une méthodologie, sur un projet de plusieurs années. Et donc au niveau des techniques d'application, on a aussi une activité au niveau de la reconception et de l'évaluation de nouvelles techniques. Et là, je vous ai donné quelques exemples, donc la pulvérisation fixe sur frondaison avec le projet PulvéFix ou des thématiques de micro-injection dans le tronc. Donc là, comme on est sur des projets vraiment un peu, on va dire, d'innovation de rupture, on travaille vraiment au niveau recherche, donc au niveau collaboratif, mais aussi avec on va dire des fournisseurs de services plutôt, donc des organismes privés qui vont permettre de nous apporter des solutions techniques, du matériel. Et donc là, on est vraiment sur de la collaboration. Alors, dans les autres projets orientés robotique, automatisation, mécanisation, donc voilà, on a différentes activités, automatisation du désherbage, récolte automatisée, mécanisation, mécanisation de l'éclaircissage, pardon, ou d'autres tâches en verger. Et là, de la même manière, quand on est sur du développement vraiment technologique, on va avoir tendance à travailler en collaboration, donc avec des laboratoires agronomiques, comme l'INRAE, mais aussi des laboratoires plus avec des spécialités au niveau technologique. Donc, par exemple, on travaille avec des écoles d'ingénieurs en robotique, des laboratoires comme l'IMS dont parlait Nathalie tout à l'heure. Donc, par exemple, pour le projet Bip Bip, là, il y a une petite image en haut à droite. Pour d'autres projets, on va travailler vraiment sur l'évaluation de matériel. Donc, on va potentiellement travailler sur du matériel existant. Et là, ça peut être soit sur nos fonds propres. Donc, dans ce cas, les résultats sont vraiment à disposition de la filière. Donc là, on va plutôt travailler sur l'évaluation d'itinéraires techniques que sur un matériel très précis. Et par contre, on a la possibilité aussi d'évaluer des robots existants pour des agroéquipementiers start-up. Sur tout ce qui est capteur, imagerie, outils de la décision, donc là j'ai montré quelques autres projets. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on a de la même manière la possibilité d'avoir des évaluations de matériel, impact agronomique, environnemental, économique. Donc ça on le fait sous forme de prestation, évaluer la qualité d'un OAD, d'un capteur. Là par exemple sur l'estimation de la charge fruitière, on l'a déjà fait. Au niveau recherche aussi, nous mettons en place des thèses en collaboration, alors souvent avec l'INRAE. Donc là, par exemple, la détection du feu bactérien par imagerie hyperspectrale, ça se fait dans le cadre d'une thèse qui est financée par DigitAg. Puis de la même manière, on a aussi des prestations vraiment orientées mesure de la qualité des équipements, donc avec par exemple notre sphère connectée et des évaluations, des diagnostics de choc sur les chaînes de tri. Donc là aussi, c'est aussi pour montrer qu'on travaille vraiment sur des thématiques potentiellement de production, mais aussi de post-production avec ces diagnostics des chocs. Alors, au niveau transfert et partenariat, donc nous proposons des formations. Donc actuellement, nous avons quelques formations principalement sur du réglage de matériel et éventuellement sur l'utilisation d'équipements. Donc on va pouvoir proposer des formations vraiment selon les besoins.
Nous avons des activités aussi vraiment de transfert, donc avec des journées de démonstration, donc là qui sont ouvertes à tous, hein, et qui sont principalement, c'est vraiment pour faire du transfert vers notre filière fruits et légumes. Donc avec par exemple notre journée méca fruits et légumes qui est annuelle. Alors les dernières années avec le Covid, on a eu des annulations, mais là ça va reprendre cette année. Donc ça va être une journée de démonstration en conditions réelles avec des ateliers et des conférences, donc sur diverses thématiques, robotique, mécanisation, technique d'application. Donc voilà, on a vraiment tout type d'activités. Et donc pour revenir sur les partenariats, hein, on travaille vraiment selon les besoins avec vraiment divers organismes. On essaye de s'intégrer à tout ce qui est pôle de compétitivité et associations, donc comme Romagri et Agri Sud-Ouest Innovation, où on peut apporter justement des expertises fruits et légumes, la connaissance des besoins filières, en lien justement s'il y a des besoins auprès des équipementiers qui font partie de ces pôles. Et donc au niveau de la recherche, là on travaille vraiment avec les laboratoires, les groupes d'intérêt scientifique, donc fruits et légumes, des unités mixtes technologiques, les instituts techniques, des écoles d'ingénieurs. Donc là c'est vraiment selon les besoins. Et bien sûr, donc on cherche vraiment aussi à travailler. Donc là, même si notre plateforme, elle est vraiment basée en Dordogne, on se limite pas au niveau de cette plateforme, même si au niveau logistique, c'est plus simple. On essaye vraiment de travailler avec tout notre réseau territorial et en particulier avec nos partenariats avec les stations d'expérimentation et nos autres centres opérationnels. Alors pour conclure rapidement, un petit point sur les avantages et points d'attention autour de notre plateforme. Donc déjà, les points forts qu'on peut avoir autour de cette plateforme, c'est que vraiment on a des équipements et un environnement qui est dédié soit à l'expérimentation ou au développement de projets, qu'on bénéficie de l'ensemble de l'expertise fruits et légumes du CTIFL pour appuyer tous nos projets en agroéquipement et nouvelles technologies, et qu'on a un lien fort avec les professionnels et en particulier une vraie remontée des besoins. Alors en termes d'opportunités, il y a un fort développement du numérique et de la robotique qui nous permet vraiment de travailler sur tout type de problématiques voilà, pour la production comme la post-production. Et on va s'appuyer vraiment sur un réseau de partenaires à la fois qui est expert au niveau agronomique, mais aussi technologique, ce qui est indispensable pour vraiment le développement, que ce soit de la robotique, du numérique, etc. Dans les points d'attention, certaines difficultés qu'on peut avoir, c'est qu'on va travailler sur une grande diversité d'espèces. En fruits et légumes, ça fait beaucoup d'espèces à travailler avec des conditions différentes, donc ce qui nécessite un peu de prioriser des fois. Il y a un sujet qui est important qui est le coût et le temps de développement de nos solutions technologiques qui peut être assez complexe, en particulier pour les fruits et légumes, et d'où notre réel besoin justement de nous appuyer auprès de partenaires extérieurs et en particulier des partenaires vraiment technologiques, donc des vrais experts robotiques, imagerie ou autres. Et un autre point d'attention aussi, qui est l'évolution des réglementations qui évolue sans cesse, en particulier voilà, pour tout ce qui est technique d'application ou robotique, ce qui nécessite d'avoir une veille assez active et potentiellement d'adapter on va dire des protocoles, des méthodologies en fonction de cette réglementation. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu les temps. Merci de votre attention. Si vous voulez un peu plus d'informations, donc nous avons une chaîne YouTube du CTIFL, donc il y a une vidéo justement sur la plateforme de présentation, notre site internet, et puis n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail, enfin l'adresse mail de la plateforme titech@ctifl.fr. Sinon je répondrai aux questions juste après. Merci beaucoup Marine. Alors, on va laisser un petit temps pour voir s'il y a des questions orales. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Bon, je vais donner la parole à Antoine Fournier. Merci, super plateforme. Est-ce que j'ai pas vu de photos de scènes légumes sur la plateforme Titech? C'est sur d'autres sites de CTIFL, ou est-ce qu'il y a aussi un espace sur les scènes spécifiques légumes? Alors, qu'est-ce que vous entendez par scène? Des légumes portés, quoi.
Aussi, alors là, moi, j'ai dû mettre juste de la salade, peut-être. Non, vraiment, là, la plateforme, elle est dédiée fruits et légumes. Donc, nous, sur notre site de Lanxan, on travaille vraiment les deux. Donc, oui, non, là, j'ai peut-être pas mis de photos, mais alors, autant, par exemple, au sein de la plateforme, dans la halle qui est fermée, donc on est en train de construire un verger artificiel, donc pour l'instant on n'aura pas d'équivalent en maraîchage. Par contre, on a toutes nos parcelles de maraîchage, on bénéficie aussi d'abris chauffés ou froids de serres. Alors les serres, on va s'appuyer sur nos autres centres opérationnels, par exemple à Carquefou, hein, qui sont spécialisés vraiment sur tout ce qui est serre. Donc on peut vraiment, on a toutes les parcelles nécessaires à l'expérimentation légumes. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Christophe Gaviglio. Merci. Bonjour Marine. Donc super présentation de cette plateforme. Tu imagines bien que ça nous fait un peu rêver côté viticulture aussi, même si on a des vignes expérimentales. L'idée d'avoir une plateforme dédiée, c'est évidemment très intéressant. La question, c'est comment ça se finance et quel est le mode de partenariat avec les constructeurs qui viennent. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que est-ce que la situation est vraiment différente du fait du mode de financement du CTIFL ou est-ce que, enfin, comment ça fonctionne, quoi? Alors, ça va vraiment dépendre des types de partenariats, hein, parce que comme je l'avais dit, on a vraiment l'aspect recherche. Donc là, pour le coup, nous, on est un institut technique, hein, donc on est financé par la filière fruits et légumes, hein, par les professionnels de la filière. Donc tant qu'on est, on va dire, dans notre programme de recherche, c'est-à-dire un besoin identifié par la filière, nous pouvons financer les travaux de recherche. Et puis après, en autofinancement, ouais. Comment? En autofinancement. Voilà, complètement. D'accord. Voilà. Après, on répond, voilà, c'est comme partout, projets. on cherche des financements extérieurs, donc on va essayer de répondre à des appels à projets, etc. Après, quand on va avoir vraiment de l'évaluation d'équipements spécifiques, là, pour le coup, on va travailler vraiment sous forme de prestations. Donc là, on a des fournisseurs de services qui nous payent, hein, pour faire de l'évaluation de leur agroéquipement. Et là, on est en prestation privée pure, potentiellement. Donc là, pour le coup, quand on fait ça, voilà, les données appartiennent à l'agroéquipementier et on va dire, il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous, on ne pourra pas forcément valoriser les résultats de l'essai. Et après, selon les besoins, selon si les essais qui sont mis en place nous intéressent plus ou moins, on va dire, sinon on peut avoir un intérêt, on peut aussi cofinancer une partie de l'essai. Et pour le coup, on adapte vraiment en fonction des besoins. Là, actuellement, par exemple, sur la partie technique d'application, évaluation des pulvérisateurs, on commence à avoir de vraies demandes de la part des équipementiers, puisque potentiellement, enfin voilà, il y a de plus en plus de réglementations sur la limitation de la dérive, des choses comme ça. Donc c'est une demande, et d'autant plus qu'on commence à réfléchir pour pouvoir éventuellement proposer un label là-dessus, un peu qualitatif des pulvérisateurs. Puisqu'après, ça fait une grille de choix, en fait, pour les achats, ça peut être un argument de vente pour eux à terme. Donc là-dessus, on a une vraie demande. Et puis après, c'est un petit peu au cas par cas, selon si ça correspond à nos projets de recherche ou pas. Mais c'est une question importante, puisque on a on va dire, certaines startups et équipementiers qui n'ont pas toujours les finances pour payer une prestation pour évaluer leur matériel, et voire on en a certains qui souhaiteraient qu'on les paye pour louer leur matériel pour les évaluer. Donc on est dans le même cas, on a eu ce genre de discussion dans Robagri aussi. Là. Oui. D'ailleurs, Titex s'inscrira dans le réseau d'expérimentation globale proposé par Robagri. Comment ça se fait? Après, on verra, sait pas ce qui va sortir de Robagri. Oui, rien n'est fait. Mais clairement, hein, nous, on travaille vraiment là-dessus avec tout type de partenaires, et on fait partie, enfin le CTIFL fait partie de Robagri, et nous, si on peut mettre à disposition notre plateforme pour faire des essais, donc que ce soit en partenariat recherche avec des financements nationaux ou même sur nos fonds propres, hein, nous, si c'est une problématique qui répond aux professionnels, on n'hésite pas à mettre nos propres fonds sur les projets. Et si après il y a des équipementiers qui veulent tester leur matériel, on vise vraiment la robotique. Honnêtement, on a encore assez peu de demandes sur de la thématique purement robotique. On est plus sur
des OAD ou de la pulvérisation sur les demandes. Mais on espère bien aussi intégrer les thématiques robotiques puisqu'on a toutes les parcelles pour. Et c'est un besoin de la filière fruits et légumes. Merci pour cette réponse très complète. Merci. Merci. Merci Christophe. On va prendre une dernière question. Frédéric, je vous laisse la parole avant qu'on passe au speed dating. Oui, c'était juste en complément de ce qui vient d'être échangé entre j'ai pu dire son prénom, Caviglio. Christophe. Oui, pardon, il va m'en vouloir, mais non, c'est pas grave. Et puis Marine, bon, il me semble que ce qui me semble pertinent de rappeler, c'est que quelque part, vous avez quand même un peu des travaux communs, il me semble, avec nous aussi, au sein de l'UMT Ecotech, puisque initialement c'était Ecotech Viti. Si j'ai bien compris maintenant, le CTIFL, si ce n'est pas fait, c'est sur le point d'être fait, mais je crois que c'est fait. Vous faites partie aussi de l'UMT, non Ah oui, clairement. Enfin, alors, je n'avais pas précisé les différentes UMT, mais clairement, le CTIFL fait partie de l'UMT Ecotech. Hein. Et justement, hein, tout ce qui est verger artificiel, c'est fortement inspiré et ça a été appuyé par l'INRAE. C'est ce que je pensais. Sur l'aspect pulvé, du coup, il y a aussi quand même des convergences sur la qualité de pulvé, puisque de toute façon, le verger artificiel, d'après ce que je comprends quand même, il s'inspire effectivement bien de la vigne artificielle qui est commune IFV INRAE. Et donc là si j'ai bien compris, donc ça c'est complémentaire, mais du coup, c'est là que je me dis, globalement, c'est vrai que ça peut être un travail à trois, y compris du partage de moyens. Vous avez une plateforme là, financée par les professionnels. J'ai bien compris que pour la viticulture, c'est peut-être moins évident d'avoir du financement, mais on sait très bien historiquement que le CTIFL était plus riche que l'IFV. Mais en clair, donc je pense qu'effectivement, on ne peut qu'encourager une chose, c'est que les travaux continuent à se faire sur cet aspect pulvé. Alors, c'est plutôt centré pour nous, INRAE, sur Montpellier. Sur la robotique, on va dire que c'est plutôt du côté de Clermont-Ferrand que ça va se passer. Mais j'encourage aussi, comme je l'ai fait par écrit pour les Digifermes, j'encourage aussi qu'il y ait un rapprochement peut-être avec l'Agro-Technopole autant qu'avec Robagri, puisque je pense que ça peut faire aussi créer des convergences supplémentaires entre industriels, sphère agricole, sphère de l'enseignement et recherche, quoi, et institut. Voilà, donc c'était juste pour compléter en disant que je trouve ça très pertinent. Je pense que le ministère aussi, quand il encourage les UMT et les RMT, il cherche à ce qu'il y ait des convergences. Et en ce sens-là, le RMT Nexus est aussi un lieu bien choisi pour faire le partage, tout comme je pense que vous êtes, Marine, vous devez être aussi plus ou moins impliquée, non, par rapport à l'UMT Capt, non? Il n'y a pas un petit peu des échanges, il me semble aussi. Oui, alors c'est pas moi directement, mais c'est mon collègue qui est justement basé à Balandran sur le site, puisque dans l'UMT, normalement, il y a un rapprochement géographique, et c'est la personne qui est basée sur le centre près de Nîmes qui est en contact avec l'UMT Capt. Donc c'est ça, en fait, au niveau des UMT, on fait partie de l'UMT Capt et l'UMT Ecotech. Et là-dessus, et effectivement sur les thématiques techniques d'application, on travaille énormément avec l'IFV et l'INRAE. Hein. Je ne sais même pas si on a des projets seuls. C'est énormément de projets collaboratifs, puisque les méthodologies, il y a de gros points communs. Il y a eu quelques petits ralentissements, je pense à Montpellier, liés aux problèmes qu'ils ont eu sur leurs bâtiments et ça a mis en cause un petit peu leurs activités à un moment donné. Le fait que la neige ait fait tomber leur toit, mais ça fait déjà un petit bout de temps, mais ça n'a pas aidé. Voilà, mais je pense que c'est encore vivant là-bas et la pulvée, on n'est pas obligé d'y penser, même si on pense agroécologie, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de penser pesticides d'entrée, ça peut être aussi, je pense, alors il y a les autres techniques hein, quand on parle du désherbage, mais peut-être aussi pour les techniques de protection des cultures contre les maladies ou contre les ravageurs. Je pense que les techniques physiques peuvent exister aussi. Il y a les UV, il y a plein de choses qui peuvent avancer. Donc ça, je pense que c'est des sujets qui sont à aborder. Et puis, il y a peut-être aussi l'utilisation de produits plutôt orientés bio plutôt qu'orientés chimie. Et donc là, la pulvée a encore des beaux jours à condition de l'optimiser. Voilà. Donc, bon, mais c'est bon, parfait. Et puis, j'espère que sur les techniques, panneaux récupérateurs, vous n'avez pas trop, vous, du côté de l'Arbo, ce n'est pas encore le cas, excepté que ça pourra peut-être venir avec les techniques qu'a développé Vincent de Rudnicki,
avec, pas du panneau récupérateur, mais avec son système Bliss qui est maintenant parti à l'extérieur, qui pourrait peut-être être envisagé aussi quand on est en arbo. Il faudrait voir pour créer un mur artificiel, éviter qu'on ait une dispersion de la pulvée. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser aussi de ce côté-là. C'est à voir sûrement dans le cadre de l'UMT Ecotech. Bon, pardon, je ne vais pas monopoliser trop. Merci Frédéric, merci Marine. Donc moi, je retiens toujours pareil, j'ai essayé d'avoir trois idées un petit peu fortes, mais j'ai pas de slide. Donc la première idée, c'est en fait autour de l'évaluation des performances. Finalement, le terme de performance, il est assez, il a de nombreux sens et on a touché à beaucoup de choses aujourd'hui. Donc à la fois le type de performance, qu'est-ce qu'on mesure comme performance? Donc il y a de la performance technique, on a entendu par exemple le T-Tech, enfin bon, je vais pas citer, mais après il y a plutôt des performances qui sont liées à l'usage, c'est-à-dire est-ce que cette technologie elle va bien s'inscrire dans ma pratique. Il y a la performance environnementale aussi qui est de plus en plus demandée. Et puis, donc sur l'usage, c'est non seulement sur l'usage, mais aussi sur la manière dont elle va transformer mon travail. Donc ça, derrière, il peut y avoir appel à des notions qui touchent à l'ergonomie, mais aussi comment elle me transforme moi par rapport, je dirais, aux autres acteurs, comment elle peut me faire gagner de la valeur. Et ça, c'est important. Donc, derrière les bénéfices de ces technologies, il faut bien mesurer qu'il y a plusieurs types de bénéfices. Il y a un panel de bénéfices et il faudra être capable, en fait, de bien les exprimer. C'est pas seulement un bénéfice économique, hein, c'est aussi des bénéfices autres. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire attention aussi. J'ai entendu, c'était surtout dans la première conférence, soit on a un retour sur une solution, soit c'est la combinaison des solutions qui fait la valeur, ou c'est la manière dont la solution elle fait changer autre chose. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important aussi. Et le numérique, ça nous permet d'aller au-delà de la solution. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas évaluer la solution toute seule, hein, les deux sont importants, mais la puissance du numérique, ça va être aussi de produire de la donnée, de l'information, de pouvoir la transférer éventuellement jusqu'au consommateur. Et ça, aujourd'hui, je suis pas sûre que tout ça, ça a été bien évalué, même dans les potentialités en fait de ces bénéfices dus au numérique. Donc, c'est la combinaison qui fait la valeur, c'est le fait que ça soit un levier vers d'autres choses qui fait la valeur. C'est extrêmement important. Donc voilà, quel type de performance on mesure? Est-ce que c'est sur l'objet ou est-ce que c'est sur la manière dont on transforme le système? Et ensuite, il y a d'autres questions, c'est qui mesure? Donc, on a vu que les mesures, enfin, les évaluations, elles pouvaient être faites par des agriculteurs, elles pouvaient être faites dans des systèmes plus ou moins organisés. Bon, il faut de toute façon une organisation, mais gérer avec des gens qui ont l'habitude de faire des mesures ou avec des gens qui ont un petit peu moins l'habitude. Ça aussi, il faut en tenir compte parce que derrière, on n'aura pas tout à fait les mêmes retours. Voilà. Les deux autres questions en fait que j'ai posées, mais j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde, et je pense que c'est important aussi de se poser ces questions, c'est comment les dispositifs. Alors, ce qu'on a vu aussi partout, c'était que évaluation derrière, il y avait aussi des aspects de co-design, de co-innovation, d'amélioration. Ça, je crois que de nombreux dispositifs en ont parlé. Ça, il faut le retenir aussi parce que ça fait aussi la valeur du dispositif. Mais au-delà de ça, donc, qui sont les donneurs d'ordre? Comment les dispositifs numériques sont mis à disposition? Donc, bon, j'ai fait un tout petit tour et donc j'ai pas eu beaucoup de retours ou pas le retour de tout le monde. Donc, elles sont mises à disposition gratuitement par les équipementiers, par les startups. Ça pose des fois des questions de négociation au cas par cas. On a entendu qu'il y en avait certains qui voudraient être payés pour la location, enfin certaines startups ou voilà. Donc ça c'est un point quand même qui est important, et d'autant que si les équipementiers donnent, enfin c'est-à-dire font
enfin, participe en nature en donnant les technologies à tester, derrière, ça peut avoir aussi un impact sur la manière dont les résultats vont être divulgués. Et là aussi, donc, c'était une question, et je pense que ça, c'est des questions vraiment à traiter. C'est comment, finalement, les résultats des évaluations sont partagés. Donc, en général, ils sont partagés dans les réseaux, les réseaux qui travaillent, donc les digifermes, les fermes leaders. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Alors, on m'a dit oui, on peut aller au-delà si les équipementiers en sont d'accord. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être créer des petits biais, c'est-à-dire qu'en gros, les technologies qui marcheront bien, elles seront visibles, et puis celles qui marcheront pas forcément bien, les équipementiers voudront pas qu'on en parle. C'est compréhensible, mais c'est vrai que ça crée des biais aussi. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. Cette politique d'ouverture, elle est vraiment importante. Et pour conclure, moi, ce que je vois, c'est que, là aussi, après-midi très, très riche, avec, on voit le dynamisme en France de cette French Agritech. On va en entendre parler à nouveau, puisqu'il y a un rapport là qui est en train d'être produit. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la salle qui ont participé à l'écriture de ce rapport. Donc, la French Agritech, c'est un programme en fait du plan de relance donc qui a été lancé par le ministre de l'Agriculture et le secrétaire d'État au numérique, et qui est comment booster ce numérique. Et je pense que déjà qu'on voit qu'il y a une mise en place de dispositifs très variés, très complémentaires. C'est extrêmement important parce que ça montre ce dynamisme qui répond à ce vrai besoin qu'on avait identifié ce matin. Donc, ça traduit le besoin. Pour moi, et vraiment le RMT Nexus joue ce rôle, il faut qu'il y ait une coordination, alors plus ou moins agile, souple, il faut peut-être pas remettre des structures par-dessus, mais c'est important que tous ces dispositifs se retrouvent dans le RMT Nexus, parce qu'en fait, on va trouver, il y a du travail pour tout le monde, et on trouvera tous notre place. Moi, j'en suis persuadée. Donc, cette coordination, ce type de journée, c'est extrêmement important pour se connaître, pour se positionner, voilà. Et je le redis par rapport à ce qu'on a dit ce matin, on a quand même intérêt aussi à penser à une centralisation. Vous voyez, si chacun des dispositifs présentés sort des résultats sur les évaluations, et puis qu'en fait on a plein de protocoles différents. Enfin voilà, donc il va falloir à la fois avoir une centralisation des résultats, et je reviens sur la proposition qui a été faite sur Aspexit, qu'il est étudiant, il est intéressant d'étudier, pardon. Mais on va avoir besoin d'avoir un panorama, une lecture, une entrée sur ces différents résultats pour éviter, je dirais, de perdre ensuite les utilisateurs, les agriculteurs dans 10 000 plateformes, 10 000 réseaux. Voilà, donc c'est ma petite recommandation. Super qu'il y ait déjà une coordination au niveau du RMT Nexus, et lorsque les résultats vont commencer à pouvoir être rendus publics, voilà, se pose la question de comment faire en sorte d'avoir une espèce de méta-plateforme pour les présenter. Merci beaucoup, Véronique, pour cette conclusion très complète.